Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis Franz Duboissé, consultant RH, ancien DRH dans divers secteurs comme le service, le commerce, le BTP, entre autres, et responsable aujourd'hui de la hotline au sein de MSP RH pour les entreprises cherchant soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Donc aujourd'hui, nous allons voir les congés payés, parce que la saison des congés payés est encore éloignée, mais son organisation commence dès maintenant. Plus les étapes préliminaires sont respectées, plus vous serez outillé pour maîtriser le bon enchaînement, assurant la continuité de votre activité même pendant les beaux jours. Eh bien, démarrons. Oui, ça va bien. Avons-nous toujours eu 5 semaines de congés payés? Eh bien, on va voir ça. Les congés payés sont l'une des plus importantes conquêtes du mouvement ouvrier en matière de droit social. Ils sont au départ une innovation allemande du début du XXe siècle. Les congés payés, eux, sont instaurés en France sous l'égide du Front populaire le 7 juin 1936. C'est en France l'apparition date d'une initiative individuelle d'un dirigeant d'un organe de presse qui décida d'instaurer les congés payés, de démontrer que tout le monde s'y retrouverait dans cette affaire. Ce n'est qu'après les grèves de 36 qu'aboutirent la signature des accords de Matignon et que les congés payés furent officiellement instaurés en France. En 56, Guy Mollet rédige, par le biais d'Albert Gazier, une loi pour créer la 3e semaine de congé, où tout le monde n'était pas tout à fait d'accord d'ailleurs avec ça, puisqu'il y avait pas mal de conventions collectives qui avaient bien entériné l'affaire et voire au-delà. Et donc les syndicats n'étaient pas très chauds pour ça. Mais ça a été voté quand même en 56. En 68, évidemment, c'est là que l'on obtient la 4e semaine de congés payés, suite aux accords de Grenelle, avec pour les aménagements que l'on connaît encore aujourd'hui, qui permettent le départ simultané des congés. Si les deux conjoints départ simultané des conjoints, ça sera mieux. Si les deux conjoints travaillent dans la même société. Et enfin, pour finir, s'il vous plaît, c'est en 82 que François Mitterrand met en place sa 5e semaine de congés payés, qui, elle, avait la caractéristique de ne pouvoir s'accoler aux 4 premières. Selon leur histoire, les pays voilà. Selon leur histoire, les pays du monde entier n'ont pas les mêmes nombres de jours de congé, ça on s'en doute. C'est l'Allemagne qui en bénéficie a priori le plus de congés payés, puisqu'ils sont à 30 jours selon les conventions collectives. C'est très, bon, comme en Allemagne, tout est suite à des négociations. Évidemment, même les congés payés sont réglés par les conventions collectives. Aux USA, les salariés n'ont pas obligatoirement de congés payés, hein, ça dépend du bon vouloir de chaque entreprise. Un Américain sur 4 n'aurait pas de congés payés. Et en Chine, plus vous avez travaillé, plus vous avez de droits à congés payés. Moins de 10 ans, vous avez 5 jours de CP, et à plus de 10 ans, vous avez 10 jours de CP à utiliser. Bon, ok, c'est un petit peu éloigné de nos 30 jours. Mais il reste néanmoins qu'il y a plein de jours, il ne faut pas confondre jours congés payés et les jours travaillés, puisque dans certains pays, il y a beaucoup de journées fériées, beaucoup plus que chez nous. Comment acquiert-on des congés payés? Alors, comment calcule-t-on ça? Alors, tout d'abord, la période de référence pour ce calcul, elle est du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Cette période peut
être évidemment modifié, mais uniquement par un accord d'entreprise ou par un accord conventionnel. Et généralement, quand c'est le cas, on remet une période annuelle civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Il faut avoir en mémoire le système des paquets en tête, le système des paquets de 4 semaines de travail effectué. Ces 4 semaines sont évidemment continues ou non. Ainsi, le salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables de congé chaque paquet de 4 semaines. Sachant que dans une année, il y a à peu près 52 semaines, grosso modo, nous pouvons donc potentiellement travailler 13 fois 4 semaines par an, ce qui nous donnerait potentiellement 32,5 jours de CP. Mais évidemment, la loi plafonne cette affaire-là à 30 jours par an. Alors cela n'est pas tout à fait anodin, puisque ce 13e paquet, on peut considérer comme étant une carence en cas de maladie. Parce que quel est l'effet de l'absence sur l'acquisition de CP? Donc, la conséquence directe de ce que nous venons de voir se traduit donc dans l'influence de la maladie ou autre absence non génératrice de CP sur l'acquisition de CP. Donc, pendant son absence maladie, autre que l'accident de travail, que l'accident de trajet ou que la maladie professionnelle, évidemment, le salarié n'acquiert pas de vacances, de congés. Mais comme il peut potentiellement acquérir 32 jours de CP, 32 jours et demi, sa période de maladie n'aura d'effet sur ses congés qu'à partir de la 4e et 1 jour de maladie. C'est à ce moment-là qu'il perdra 2 jours et demi de CP et pas avant. La notion de temps ici est une notion non continue, je rappelle, mais l'addition des différentes absences. D'ailleurs, pour retrouver la notion de paquet de 4 semaines, il faudra cumuler les jours travaillés à raison de 20 jours si le salarié travaille sur 5 jours, pardon. Évidemment, 5 x 4, 20, vous aurez vos 4 semaines comme ça. 22 jours s'il travaille sur 5 jours et demi et 24 jours s'il travaille sur 6 jours. Parce qu'il est évidemment possible de travailler sur 6 jours et ça existe assez fréquemment. Mais alors, quid dans le cas d'embauche et de rupture? Dans cette même logique des 4 paquets, une embauche réalisée entre le 6 et le 31 mai ne crée aucun CP sur cette période, on n'a pas accumulé les 4 semaines sur la période d'acquisition. Tout comme un départ qui pourrait être entre le 1er et le 23 juin, ce départ enlève aux salariés la possibilité d'acquérir des CP, puisqu'il ne réunit pas, là non plus, 4 semaines sur sa nouvelle période de congé, de période de référence. Alors je sais, c'est se faire un petit peu se mettre des poux dans la tête, mais de chercher des poux dans la tête, mais quand même, ça peut avoir des petites conséquences tout à fait intéressantes. D'ailleurs, qu'est-il du nouvel embauché désirant prendre ses congés? Eh bien, en contradiction avec ce qu'il se faisait il y a quelques années, où on disait de toute façon, t'attends l'année suivante pour prendre tes congés. Le salarié et vous, bien sûr, vous êtes en mesure d'autoriser l'absence et l'indemnisation au titre des CP dans la mesure où ceux-ci ont été acquis. C'est-à-dire, si la personne a 2 jours et demi de congé, acquis 2 jours et demi de congé, il peut d'ores et déjà prendre 2 jours de congé sans attendre la période suivante.
Par contre, l'effet des CP sur le préavis dépend du moment où le CP a été posé et accepté. Si la demande est antérieure au début du préavis, ceux-ci sont sans effet sur le décompte du préavis. C'est-à-dire, je suis licencié ou démissionnaire à partir du 1er mars. Tout ce qui a été posé et accepté avant le 1er mars n'a pas d'effet sur la période de préavis qui démarre au 1er mars. Par contre, évidemment, si les CP sont posés après le démarrage du préavis, ils vont retarder d'autant la fin du CP. C'est-à-dire, dans notre exemple, si la personne décide de poser et si vous acceptez, et évidemment, c'est seulement si vous acceptez que c'est CP, le préavis devra être rallongé d'autant. Dans cette affaire, quel est le rôle du CSE? Alors, pour cet événement particulièrement important dans l'entreprise, le travail de concertation, d'information et de consultation de votre CSE sont essentiels. En effet, par le respect des rendez-vous que vous aurez acquis toute la maîtrise de votre pouvoir d'organisation et de décision, puisque ces décisions seront couvertes par l'officialisation des décisions de l'officialisation par le CSE, pardon. Ainsi, à l'occasion de la réunion de février, c'est-à-dire actuellement, de l'année, vous devez déjà aborder la définition de la période de la prise de congé. Il est vrai qu'en février, le temps des vacances est encore un peu loin, mais cela peut éviter beaucoup de discussions très, très, très chronophages. À cette réunion, vous devez rappeler et arrêter que la période de prise des congés principaux, c'est-à-dire les 4 semaines, est du 1er mai au 30 octobre. Ne négligez pas cette étape, parce qu'elle peut vous permettre de décaler les dates de congé de certains de vos salariés, si vous en avez, si le besoin s'en fait sentir. Lors de la réunion du mois de mars, vous reconsultez évidemment vos IRP, votre CSE, pour définir maintenant les critères de départ en congé. Il y a évidemment les critères légaux définis par le Code du travail, qui sont la situation de famille, l'ancienneté, ceux qui ont des employeurs multiples, mais aussi ceux que vous souhaitez imposer. Alors, ce que j'appelle ce que vous souhaitez imposer, c'est par exemple la fermeture annuelle, la présence minimum dans les services, c'est-à-dire je veux une personne en continu dans chacun des services, par exemple, selon votre organisation, pardon, ou l'obligation de chevauchement entre les départs et les arrivants pour éviter des pertes d'informations ou tout autre critère, j'en sais rien, c'est à vous de voir. Oui, il peut y avoir des départs, des fermetures d'usines sur lesquelles certains services n'ont pas le droit de prendre de CP. C'est-à-dire l'entretien, généralement, tout le service entretien sur une fermeture d'usine ne peut pas partir en CP, puisque c'est à ce moment-là qu'on en profite pour réviser et réparer l'ensemble des machines. Évidemment, tous ces critères vous permettront, à un moment ou à un autre, de départager des départs simultanés et de gérer ainsi les forces en présence pendant toute la période de juillet-août. Enfin, parce que vous avez imposé par note de service le dépôt des demandes de CP, je dis bien demande de CP, vous pouvez, sous couvert de votre CSE, présenter le calendrier définitif en avril. Pourquoi si tôt? Alors, c'est extrêmement simple. Cela est dû au fait qu'il est totalement interdit de modifier les dates de CP un mois avant la date de départ, que ce soit pour l'employeur ou pour l'employé. Et, sauf évidemment, chose exceptionnelle,
chose exceptionnelle d'ailleurs, que exceptionnelle n'a jamais été parfaitement, comment dire, parfaitement définie par la jurisprudence. Donc, pas de modification des dates de CP un mois avant la date de départ. Et donc, comme ces CP peuvent démarrer à partir du 1er mai, vous êtes bien dans l'obligation d'avoir l'ensemble un mois avant ces fameux départs. Alors, c'est vrai que dans la réalité, on est plus au 1er mai dans la période de je finis de prendre mes anciens CP, plus que de prendre mes nouveaux CP. Mais enfin, ça peut être le cas pour des gens récemment embauchés ou n'importe, ou des personnes qui ont décidé de partir au 1er mai. Et ça, si c'est leur volonté, c'est leur volonté. Et si vous l'avez accepté, et si ça rentre dans votre organisation, évidemment, ils peuvent le faire. Alors, qu'en est-il de la demande du CP jusqu'à la fixation des dates? Le dépôt d'une demande de congé ne fait pas que cette demande soit un départ automatique. Je veux dire par là que c'est pas parce que j'ai décidé de demander du 14 juillet au 15 août, vous savez, la toute meilleure période au monde, que automatiquement je partirai du 14 juillet au 15 août, parce que de toute façon je l'ai demandé, j'y ai droit et donc je l'aurai. La demande n'est qu'une présentation d'une préférence de date par le salarié. Vous êtes, vous, en tant qu'employeur, en mesure d'organiser à votre façon ces départs, dans la mesure où vous aurez évidemment respecté l'ensemble des critères d'ordre de départ en congé, définis par la loi et par vous-même. Pour définir l'ordre, donc il va bien falloir mettre ces critères en place, et pour définir l'ordre de départ, vous devez donc tenir compte des critères, comme on a vu tout à l'heure, prioritaires, qui sont la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint, du partenaire lié par un PACS, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Autre critère, c'est l'ancienneté. Et le dernier critère, c'est l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs pour les temps partiels. C'est ça qui vous donnera la possibilité de faire des arbitrages. Et en sus de ces critères, vous pouvez, sous condition que vous en ayez informé évidemment vos élus par le biais du CSE, rajouter des critères propres à votre entreprise, je le rappelle. Je reviens sur ces fameux critères qui est de prévoir un nombre minimum de présents sur un secteur, sur une chaîne ou un bureau. Ça, ce n'est pas tout à fait anodin quand même dans nos entreprises. J'avance un peu sur ma présentation. Le décompte des CP, maintenant, comment décompte-t-on les CP pour les salariés classiques ou les salariés à temps partiel? Comme nous venons de le voir, comment on acquiert des jours de CP et comment on en dispose. Maintenant, il convient de vérifier si le nombre de jours pris correspond bien au droit acquis. Le principe est simple. Vous comptez chaque jour d'absence du premier jour qui aurait dû être travaillé à la veille de la reprise effective. C'est pas compliqué, c'est vraiment extrêmement simple. C'est le premier jour qu'il faut retenir, c'est le premier jour qui aurait dû être travaillé jusqu'à la veille de la reprise. Donc évidemment, à ce chiffre, vous enlevez tous les dimanches, l'ensemble des jours fériés chômés dans l'entreprise. Alors je dis ça parce que dans certains magasins, les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés. Et donc, il faut évidemment
considérer que la personne qui travaille un jour férié n'ait pas la double peine, c'est-à-dire qu'il y ait un jour férié et qu'il travaille, alors que celui qui est en congé ne travaille pas ce jour férié et qu'on lui décompte pas comme un jour de congé. On décompte bien les jours de congé quand ils sont chômés par les jours fériés, quand ils sont chômés par tous les salariés de l'entreprise. Donc, si vous avez décompté vos jours un à un entre le premier jour qui aurait dû être travaillé jusqu'à la veille de la reprise, vous avez enlevé les dimanches, les jours fériés chômés, ça vous donne le nombre de jours de CP ouvrables, évidemment, pris par la personne. Alors, évidemment, vous aurez tous un moment ou un autre, des salariés, des salariés à temps partiel. Ces salariés à temps partiel acquièrent, comme les temps pleins, des CP. Aussi, on décompte les jours de la même manière que pour un temps plein. Prenons par exemple une personne qui travaille, je vais vous le présenter, qui travaille les mardis, mercredis et jeudis. Bon, un jour, un temps partiel, pas classique, mais presque. Cette personne, évidemment, dit je vais prendre 3 jours de CP dans ma semaine. Et comme par hasard, ça va être évidemment mardi, mercredi et jeudi. Mais son décompte, il va être simple. Ça sera du premier jour qu'il aurait dû travailler, c'est-à-dire le mardi, jusqu'à la veille de sa reprise, c'est-à-dire le lundi suivant. Donc la veille, ça va tomber le lundi suivant, soit 7 jours calendaires, auxquels on va retirer évidemment le dimanche, considérant qu'il n'y a pas de jour férié cette fois-ci, et donc 5 jours de CP, 6 jours de CP auront été pris. On est d'accord, il travaille mardi, mercredi, jeudi, je décompte, il prend son congé du mardi, mercredi, jeudi, évidemment, il ne va pas le prendre vendredi, samedi, dimanche. Mon décompte, ça va être à partir du mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi, puisque le lundi sera la veille de sa reprise, puisqu'il reprendra le mardi. Donc ça fera 7 jours calendaires, moins un jour qui est le dimanche, soit 6 jours. Voilà comment on calcule des congés pour un temps partiel. Maintenant, excusez-moi. Maintenant, quelles sont les obligations en matière de prise de CP? Alors, il y a quand même quelques obligations qui, à la fois, s'appliquent aux salariés et à la fois à l'employeur. L'obligation minimale et maximale en matière de... Il y a des obligations minimales et maximales en matière de congés, de prise de congés. Les congés payés sont pris obligatoirement, surtout la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables, soit 4 semaines. Alors, il y a des circonstances extrêmement exceptionnelles et assez bien serrées, où on peut rajouter à la 5e semaine, c'est toutes les personnes originaires des DOM-TOM ou originaires de pays extramarins, ultramarins même. Ça peut être dérogé dans les limites où on justifie donc des contraintes géographiques particulières. Ou alors, la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé, d'une personne âgée en perte d'autonomie, la même chose que l'on a vu un peu précédemment, un peu plus tôt dans cette présentation. Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours, il doit être continu. C'est-à-dire, si je donne 12 jours ouvrables,
ces 12 jours sont obligatoirement continus. On va même être plus précis, il faudrait qu'il y ait deux dimanches dedans. Lorsque le congé est supérieur à 12 jours, alors là, il peut être fractionné, c'est-à-dire être pris en plusieurs fois, avec évidemment l'accord du salarié, accord qui n'est pas requis lorsque le congé a lieu pendant une période de fermeture de l'entreprise. Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Ce qui nous amène évidemment directement sur toute la notion. Tiens, j'aurais pu appuyer sur le bouton, ça n'aurait pas été mal pour vous. Sur toute la notion du fractionnement. Le fractionnement des congés principaux, c'est-à-dire les 24 jours ouvrables, ouvre droit normalement à des congés supplémentaires. S'ils sont de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période est au moins égal à 6 et un seul s'il est compris entre 3 et 5. Et 0 s'il est compris entre 0 et 2. C'est un principe qui avait un certain intérêt fut un temps quand il était, je dirais, habituel, voire socialement très habituel, sociologiquement d'ailleurs, habituel, de partir en août. Ça a maintenant beaucoup moins d'effet aujourd'hui, puisque les entreprises ne sont plus en demande d'obligation de rester pendant ces périodes-là. Elles sont faites plus naturellement. Donc, évidemment, cela dit, si le fractionnement est issu de la volonté du salarié, c'est-à-dire c'est moi qui décide en tant que salarié de partir que 3 semaines pendant l'été, entre mai et octobre, et de me garder les autres pendant pour les autres vacances, ce qui est quand même là plus le cas actuellement. Vous pouvez, évidemment, tout en ayant prévenu à l'avance individuellement les salariés, individuellement, je dis bien individuellement, une note de service ne suffit pas, il faut que ce soit individuel. Vous pouvez donc déroger à ces congés de fractionnement, mais après un accord individuel du salarié. Vous pouvez donc ainsi autoriser le fractionnement des congés, ce qui se fait assez régulièrement, mais évidemment, dans ce cas-là, vous les subordonnez à une renonciation du salarié au jour de congé supplémentaire. Donc, évidemment, nous vous conseillons vraiment vivement, de prévoir une note de service où tout ça va être écrit, mais de rajouter et d'inscrire sur votre formulaire de demande de CP cette possibilité, et de dire que l'acceptation de la demande de fractionnement ne sera faite que sous condition de renoncer à ces jours de congés supplémentaires. Soyons précis là-dessus. Vraiment, il y a peu de cas maintenant pour lesquels le fractionnement devrait être accordé. Utilisez votre droit à ce niveau-là, mais vraiment utilisez bien ce droit, mais sous condition d'avoir fait des informations préalables et d'avoir surtout bien écrit et bien fait savoir
votre position au niveau du fractionnement. Ça, c'est excessivement important. Bon, le dernier point, les reports de congés, parce que c'est pas le tout de les prendre, hein. Des fois, il y en a qui ne prennent pas ces congés ou ne peuvent pas les prendre. Ça va être toute la différence ici sur le traitement du report des congés. Nous vous incitons donc là aussi vivement à exiger des documents écrits en ce qui concerne les demandes de congés. Alors pourquoi ça? Parce que vous pourriez être confronté un jour ou l'autre à des salariés qui ne prennent pas de congés pendant la période définie. J'en ai connu, vous en avez sûrement connu. J'en ai connu qui ont accumulé des trésors de guerre au niveau des congés. Mais comme rien n'avait été fait, rien n'avait été écrit, on s'est retrouvé à devoir ces sommes, et c'était monstrueux. Le report des congés, des jours de congés acquis, mais non pris pendant la période de prise, est possible en cas d'accord entre l'employeur et le salarié. Sauf accord ou usage dans l'entreprise prévoyant un report de ces congés, vous n'êtes pas obligé d'accepter une demande de report de congé. Vous ne pouvez pas non plus imposer un report de congé aux salariés. Si le report de congé n'est pas possible, les jours non pris sont perdus. Ils sont indemnisés si le salarié n'a pas pu prendre tous ses congés du fait de l'employeur. Il est donc évidemment, dans ce cas-là, il est donc nécessaire d'être en capacité de prouver que vous avez tout fait, absolument tout fait, pour que ces jours de congé soient pris. C'est-à-dire note de procédure, demande de dépôt de congé, note de rappel. Monsieur, il vous reste X jours à prendre, vous devez les déposer avant telle date. Vous devez être en mesure de prouver que vous avez fait le nécessaire pour que la personne puisse prendre ses congés, tous ses congés. Et s'il ne l'a pas fait, ça ne vient que de sa volonté. Et si c'est sa volonté, eh bien, il perd ses congés. Soyons extrêmement stricts là-dessus, soyez extrêmement stricts, mais pour être extrêmement strict, il va falloir que vous, de votre côté, vous soyez extrêmement strict dans vos procédures pour pouvoir établir le bon droit, votre bon droit. Il est essentiel de garder en tête que le congé est obligatoire. Alors, pardon, pour revenir sur les reports, le salarié de retour de congé de maternité, congé d'adoption, a droit évidemment à son report de congé non pris. Le report est également possible lorsque le congé n'a pas pu être pris pour cause de maladie du salarié. Hormis ces trois exceptions, c'est non. C'est non. Enfin, il faut avoir une position extrêmement stricte. Si l'essentiel est de garder en tête que le congé est obligatoire, puisqu'il participe à la sécurité et à la santé du salarié. Ce n'est pas une notion tout à fait anodine. Je vous rappelle que vous êtes dans l'obligation absolue d'assurer la sécurité et la santé de vos salariés. Il est donc nécessaire et obligatoire que vous ayez pris toutes les mesures pour que vos salariés puissent partir en congé et se reposer. Par contre, à contrario, enfin, où les conséquences sont exactement les mêmes pour le salarié, cette obligation s'impose donc au salarié. Celui-ci ne peut pas travailler pendant ses congés. Il ne peut pas aller voir le voisin pour la boîte voisine pour travailler pendant que vous le payez en congé payé.
il doit lui aussi se reposer. Si vous devez faire en sorte qu'il se repose, lui doit se reposer. Oui, je sais, toutes les vacances ne sont pas de tout repos. Mais tout de même, ça, c'est une notion extrêmement importante qu'il faut avoir en tête. Poc, poc, poc. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ces fameux congés, cette prise de congé. Donc l'essentiel, c'est je prévois ma période de départ en congé en février, je donne mes critères en mars et en avril, j'établis mon calendrier des départs, au moins au mieux de ce que je peux, hein, et avec les informations que j'ai. Et surtout, je relance, et je ne laisse pas une personne ne jamais poser de congé. Ensuite, je départage parce qu'il y aura peut-être toujours des notions de départage avec des critères qui sont extrêmement simples, l'ancienneté, le charge de famille particulière s'il y a des handicapés ou des personnes âgées ou des personnes avec une garde particulière. Mais tout ça, c'est extrêmement important. Et je décompte donc du premier jour que j'aurais dû travailler jusqu'à la veille de mon retour. Je décompte tous ces jours, j'enlève tous les dimanches, qui est mon repas obligatoire. Alors, si c'est le dimanche ou un autre jour, mais le repas obligatoire, plus mes congés, mes jours fériés chômés dans l'entreprise. Et avec tout ça, eh ben, vous arriverez peut-être à vous en sortir avec tous les congés payés sans que tout le monde s'entretue dans la boîte parce que moi je voulais la meilleure date. Et puis tu as pris la meilleure date. Bah non, c'est toi qui as pris la meilleure date. Oui, mais l'année dernière, c'est toi qui es parti et moi, c'est cette année que je pars. Enfin, tout ce que vous connaissez et que vous avez l'habitude de gérer. Mais si vous avez les armes, ce serait plus facile pour vous de les gérer correctement. Vous allez me dire, oui, mais alors, si je refuse des congés, je sais comment ça va finir. Ça va finir par un congé maladie. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est pas un truc qui marche 50 fois. C'est un système qui marche une fois. Puis après, c'est à vous d'imposer les congés. Et je rappelle que comme la prise de congé, c'est de juin à octobre. De mai à octobre, pardon. Ça fait des mois où on n'a pas obligatoirement envie de partir. Voilà ce qu'il y a pour à dire sur les congés payés pour aujourd'hui. Le 15 mars prochain, nous verrons toute la problématique des entretiens professionnels qui sont multiples et variés, très multiples et très variés et très contraignants, très chronophage, mais très intéressant à suivre si on veut bien gérer son personnel. Donc, je vous donne rendez-vous le 15 mars à 11 heures pour voir ces nouvelles choses. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À vous, Aurélien.